Souleymane Niang. Le point donc sur l'incendie d'un puits de gaz à Gadiaga. Le feu est circonscrit et il n'y a plus de danger. C'est ce que fait savoir le responsable de la communication de Petrosen. Selon Bachir Dramé, les équipes spécialisées vont commencer leurs interventions demain et le matériel dont ils ont besoin est disponible sur place. Bachir Dramé, interrogé par Georges Détidiop. Les sapeurs-pompiers, les équipes techniques, nous avions veillé donc toute la nuit sur le feu qui, je vous rappelle, est déjà circonscrit. Par ailleurs, les équipes sont en train de se préparer. Nous avons déjà fait le listing du matériel à mettre en place. On aurait besoin d'engins quand on faisait l'inventaire du matériel disponible. Les ingénieurs de conception, les ingénieurs de sécurité, tout ce qui doivent intervenir. On fait hier le point du matériel à utiliser et le listing du matériel disponible. On aurait besoin de mettre des bassins en place. On aurait besoin de près de 4000 mètres cubes d'eau. On aurait besoin d'engins capables de propulser de l'eau à des rythmes assez saccadés. On aurait besoin d'un certain nombre de matériels spécialisés. La bonne nouvelle, c'est que nous en disposons. Donc, les sapeurs-pompiers du Sénégal, sous la conduite du chef des opérations sur place, le lieutenant Jeannot Sagna, nous a en tout cas fait l'inventaire de ce qui pouvait être mis à disposition. De même, le matériel de sécurité sur place. Nous attendons maintenant les équipes spécialisées qui vont arriver tout à l'heure. Et après cela, il y a une phase donc de mise en œuvre des dispositifs sécuritaires, de mise en place des engins d'intervention et c'est à ce moment seulement que les équipes vont commencer à travailler. Mais comme je l'ai dit, la bonne nouvelle c'est que on sait qu'il y a du gaz parce qu'au moins cette zone-là a du gaz, ce puits-là a du gaz, on ne le savait pas jusqu'à ce que cet accident-là arrive, donc c'est une certitude aujourd'hui. Et la deuxième chose c'est qu'on sait aussi que les mesures sécuritaires doivent inévitablement être renforcées, notamment pour la formation des hommes. Toujours dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures, à noter cet atelier national de réflexion sur les spécifications du supercarburant et du gasoil à l'import. Atelier organisé par l'Association sénégalaise de normalisation en partenariat avec la Société africaine de raffinage et le Comité national des hydrocarbures. Cet atelier se tient du 22 au 23 décembre 2020. Parlons maintenant de la Poste. L'espoir des travailleurs de cette société nationale à Kaolack s'est transformé en désespoir. En sit-in ce matin, brassard rouge en bandoulière, ces agents de la Poste demandent à l'actuel directeur général pourquoi il n'a pas procédé à l'audit de la maison qu'il avait prévu de faire quand il venait d'arriver. Selon eux, leur boîte est confrontée à un sérieux problème de trésorerie et ils demandent ces travailleurs à l'État de rembourser les bourses familiales que la Poste n'est plus en mesure de payer. Écoutons Moustapha Thiam, le porte-parole du syndicat des postiers de Kaolack, propos recueillis par Ibrahima Djamé. Au début de sa nomination, le directeur général a organisé une tournée nationale. Il a visité l'ensemble des directions régionales et ça a été salué par l'ensemble des postiers. Et on pensait que vraiment il va redresser la situation parce que aussi il a trouvé une situation nébuleuse avant de prendre la boîte. Il a voulu même demander une audit, mais ça n'est pas fait. Aujourd'hui vraiment il a quand même pris la maison. Il nous avait promis de redresser la boîte. Mais aujourd'hui vraiment ça sent mal parce qu'on ne voit, avant on percevait nos salaires avant le 25. On percevait nos 13e mois avant quand même le 20. Aujourd'hui, vraiment, aucun postier ne peut pas parler de la situation de l'heure. Sauf qu'il y a des difficultés que les postiers sont en train de vivre. Parce que même nos agents de guichet sont agressés moralement, faute de satisfaction quand même de la clientèle. Donc voilà la situation de l'heure et on l'interpelle, on l'invite vraiment à redresser la situation. On interpelle aussi le ministre tutelle, on interpelle le président de la République. J'ajoute qu'ici à Dakar, le cadre unitaire des syndicats et les amicales du groupe La Poste devaient tenir une assemblée générale. Nous y reviendrons peut-être lors de nos prochaines éditions. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Un décès, 28 cas graves pris en charge dans les services de réanimation et 66 nouveaux cas enregistrés. Tel est le bilan du jour de l'épidémie de Covid-19 ce mardi 22 décembre 2020. Parmi les nouveaux cas, il y a 22 contacts suivis et 44 contaminations au niveau communautaire. On compte 30 guérisons et 980 patients en traitement.
Je vous propose maintenant d'aller à Fatick où la situation de la pandémie est dramatique. 5 décès enregistrés en une semaine dans le département. Selon le préfet, les choses deviennent de plus en plus alarmantes. Établissements scolaires et autres lieux publics sont visités de façon régulière par les autorités pour constater l'effectivité du respect des gestes barrières. Aminata Goudiaby. La deuxième vague de Covid-19 fait des victimes dans le département de Fatick. 5 cas de décès liés au virus ont été déjà enregistrés dans le district sanitaire de Fatick et la tendance de contamination ne semble pas reculer. Mamadou Khouma est le préfet de Fatick. Parce que si nous prenons la semaine du 14 au 20, on nous dit que dans le district de Fatick par exemple, on se retrouve avec 10 cas. Pour la seule semaine du 14 au 20. Et on a eu à enregistrer 5 décès. 5 cas de décès enregistrés durant la période du 14 au 20 décembre. Les autorités administratives sensibles à cette situation sont sur le pied de guerre. Des descentes sont faites de façon régulière sur les lieux publics et dans les écoles. L'objectif est de sensibiliser les populations au respect des gestes barrières et à l'importance du port du masque. On devrait tout faire pour que les gens respectent les mesures barrières. Et parmi ces mesures, l'école occupait une place importante. Vraiment qu'on puisse sensibiliser les directeurs, les principaux. Et le constat qu'on a eu à faire, c'est vrai, il y en a qui portent, mais il y en a qui ne portent pas. On fera tout pour que les gens portent. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Fatick, Malal Sané, appelle lui à une prise de conscience pour stopper la circulation du virus. Dans la plupart de nos écoles, il faut avoir le courage de le dire, le port des masques pose encore problème. Et vous avez entendu le ministre dire que le secteur de l'éducation ne sera pas le vecteur de propagation de ce virus-là. Et c'est sur ces mots également que nous fondons notre action quotidienne. Et dans cet effort de guerre contre le coronavirus, l'inspection de l'éducation et de la formation de Fatick vient de recevoir une enveloppe de 2 millions de francs CFA de la part du directeur général de la Société nationale de recouvrement, un don qui permettra de renforcer le dispositif sanitaire dans les établissements scolaires de Fatick. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. À Thiès, la montée de la pandémie inquiète les autorités administratives et locales également. Le gouverneur de Thiès, Mohamedou Moustapha Ndao, appelle à la vigilance et au respect des mesures barrières. Il a reçu un important lot de matériel sanitaire des mains du responsable de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Reportage, Cheikh Anta Diop. Le Covid-19 continue sa progression au Sénégal. À Thiès, en moins d'une semaine, le nombre de patients atteints du coronavirus a augmenté. Le gouverneur de Thiès impute la responsabilité aux populations. Il les incite à la vigilance et au respect des mesures barrières. Mohamedou Moustapha Ndao est le gouverneur de la région de Thiès. Donc l'épidémie semble reprendre du poil de la bête. Nous sommes en train donc de revoir nos postures également pour mieux faire face. Ceci est un rappel donc, pour tous les citoyens. Savoir que la maladie est encore parmi nous et qu'il faut effectivement maintenir les mesures qu'on avait déjà prises qui nous auraient permis d'avoir de bons résultats. La distanciation physique doit revenir, mais également donc tout ce qu'il y avait comme mesure de prévention doit rester demeurer. Et je pense que l'un dans l'autre, on pourra peut-être retourner à des chiffres plus faibles. L'Alliance nationale des communautés pour la santé a saisi l'occasion pour venir en appui au gouverneur de la région de Thiès dans sa riposte contre le coronavirus. Issa Niang, le responsable de la communication de l'Alliance nationale des communautés pour la santé. Nous sommes venus auprès du gouverneur de la région de Thiès lui remettre cet important matériel dans ce contexte où on a constaté une recrudescence des cas de coronavirus. Donc c'est pas l'heure de baisser les bras. Nous appelons l'ensemble des communautés à redoubler d'efforts pour faire face à la pandémie. Au fin de soutenir les systèmes de santé et communautaires à Thiès, une réunion du comité régional de gestion des épidémies s'est tenue à la gouvernance pour peaufiner des stratégies de lutte. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis à Saint-Louis, sur les 44 cas communautaires de coronavirus enregistrés aujourd'hui dans le pays, les 7 proviennent de la région. Une situation qui alerte, selon la COSIDEP, qui exhorte les autorités à renforcer les mesures barrières dans les écoles par un renforcement des moyens de lutte. La COSIDEP, qui a installé son observatoire local de la qualité, a par ailleurs insisté sur la bonne gouvernance du secteur de l'éducation. Mohamed Nabi Silla. La recrudescence des cas de coronavirus déteint sur la qualité de l'enseignement. La COSIDEP en est convaincue. Son observatoire régional de Saint-Louis appelle au renforcement des moyens pour sécuriser davantage la communauté scolaire. La COSIDEP de Saint-Louis vient de lancer l'observatoire local de la qualité de l'éducation. Et durant cette journée aussi, c'était l'occasion pour la COSIDEP de lancer un appel pour un environnement scolaire sécurisé dans un contexte de la montée de la courbe
des cas de contamination. Doudou Fall, le coordonnateur régional de la COSIDEP, rappelle que l'observatoire, déjà fonctionnel dans la région, vise la bonne gouvernance dans le secteur de l'éducation. Cet observatoire a pour rôle d'instaurer un dialogue multi-acteurs permanent et constructif autour des performances scolaires et la stabilité du secteur, mais aussi d'améliorer la transparence dans l'exécution des budgets et dépenses publiques d'éducation. A signaler que dans plusieurs écoles de la région, le relâchement est presque général chez les élèves dont la plupart ne portent plus de masque. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. 12h13, éducation justement. Le secrétaire général du syndicat des inspecteurs de l'éducation du Sénégal salue la décision du chef de l'État d'augmenter le nombre d'inspecteurs. Le président de la République l'a annoncé hier lors de la cérémonie de lancement du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs à l'occasion du 60e anniversaire de la Confémène. Elkantar Assar révèle que notre pays a moins de 700 inspecteurs, soit un ratio d'un inspecteur pour 250 enseignants. Il appelle l'État à améliorer leurs conditions de travail. Le secrétaire général du SIENS est au téléphone avec El Haj Ndiogoudienne. Les dernières estimations ont montré qu'actuellement, du point de vue du déficit, il y a à peu près, on est en deçà de 700 inspecteurs. 700 inspecteurs, cela nous donne des ratios de 1 inspecteur pour 250 enseignants ou 1 inspecteur pour plus de 250 enseignants. Cela démontre à suffisance que cet inspecteur-là, qui est prépositionné pour donc former à l'initial dans les CRFPE les instituteurs, former, accompagner les enseignants dans le cadre des cellules d'animation pédagogique, faire effectuer les examens professionnels, accompagner l'enseignant dans son développement professionnel, ne sont pas en nombre suffisant. Alors donc cela est un constat et il est heureux que le président de la République ait fait ce constat-là. Il est heureux que le président de la République ait aussi s'est plié à l'évidence que sans inspecteur, il ne peut pas y avoir de qualité. Mais une autre chose est de recruter des inspecteurs, d'avoir de la volonté politique, parce qu'il faut dire que depuis un certain nombre d'années, effectivement, c'est le gouvernement, c'est l'État du Sénégal qui a utilisé le recrutement d'inspecteurs comme variable d'ajustement. La FASTEF a la responsabilité de former des inspecteurs, mais les postes budgétaires, c'est le gouvernement qui les définit. Donc s'il n'y a pas assez d'inspecteurs aussi, il faut dire que la responsabilité est du fait du gouvernement. Cela dit, une chose est de recruter des inspecteurs, de travailler sur les ratios, mais une autre chose aussi est de s'adresser à la problématique de cette hémorragie que l'on connaît, que l'on constate dans le système par le biais de la mobilité horizontale, via les détachements, les disponibilités, parce que les inspecteurs, ils vont dans les projets, ils vont dans les ONG, ils vont dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus attractifs du point de vue des conditions de travail et des conditions de rémunération. Justement, la sortie du président Macky Sall nous sert de prétexte pour nous intéresser au travail des inspecteurs de l'éducation qui sont chargés d'encadrer les enseignants. Le constat est que le mythe de l'inspecteur qui était un personnage craint par les enseignants s'est aujourd'hui effondré. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation? Élément de réponse dans ce dossier de Barthélémy Ngom. L'inspecteur est un cadre supérieur de l'éducation nationale, précise d'emblée Elad Jindaou, un ancien inspecteur de l'éducation nationale. C'est un agent de l'État qui s'occupe de problèmes d'éducation. Son travail repose sur 2 aspects, explique notre interlocuteur. Il y a un aspect administratif et un aspect pédagogique. L'inspecteur doit surtout insister sur l'aspect pédagogique. Bon, une fois maintenant sur le terrain, il y a le contrôle et l'encadrement. Le contrôle, on compte, comme son nom l'indique, on vérifie si l'enseignant est apte à dérouler le programme tel que les institutions l'indiquent. Est-ce que l'enseignant est apte à dérouler normalement les stratégies pédagogiques et autres. Et sur le plan de l'encadrement également, l'inspecteur descend sur le terrain quelquefois pour renforcer les capacités de l'enseignant. Au terme de sa mission, l'inspecteur est appelé à remplir un bulletin sur la prestation de l'enseignant. Mais le hic est qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs comparé au nombre d'enseignants. Conséquence alors, le taux d'encadrement est maintenant insuffisant, regrette Abdou Diallo, docteur en psychopédagogie, ancien chef du département de formation des inspecteurs à la FASTEF. L'encadrement fait défaut parce que une des fonctions principales de l'inspecteur, au-delà des fonctions de contrôle et autres, c'est essentiellement la fonction d'encadrement, de formation. Or, il se trouve aujourd'hui qu'on en est à pratiquement dans l'ordre de 162 enseignants pour un seul inspecteur au Sénégal. Alors que les normes pour ce qui concerne le taux d'encadrement, c'est un inspecteur pour 50 enseignants. Vous voyez donc que c'est insuffisant. Le taux d'encadrement est insuffisant. L'autre élément, c'est le mythe de l'inspecteur qui s'est effondré. Abdou Diallo trouve une explication à cela. Dans les temps,
quand un inspecteur se présentait dans une école, c'était le sauve-qui-peut. C'était la peur parce qu'il venait pour contrôler. Il y venait de manière exceptionnelle. Mais aujourd'hui, quand bien même que le taux d'encadrement est très faible, on n'a plus de visibilité au niveau des inspecteurs. Ils sont là dans les circonscriptions. Il y a également le rajeunissement du corps qui fait qu'aujourd'hui, les inspecteurs, c'est pratiquement le collègue de l'enseignant. L'autre aspect maintenant, c'est lié à la situation de l'école sénégalaise. Il y a aujourd'hui pratiquement une désertion relativement à certaines valeurs liées à l'éducation, à la figure de l'enseignant, qui font qu'aujourd'hui, c'est pratiquement, que ce soit le maître, que ce soit le professeur, que ce soit l'inspecteur, ce sont des figures aujourd'hui tutélaires qui sont dévalorisées parce que les métiers se dévalorisent. Nos deux interlocuteurs ont aussi déploré le manque de moyens des inspecteurs, une situation qui rend difficile leur travail sur le terrain. RFM, la radio autrement. Confusion autour de ce qu'il est convenu d'appeler le nouveau prix consensuel du kilogramme d'arachide coque. Le président de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs corrige le directeur général de la Sonacos, Modou Fall, précise que le prix de 285 francs annoncé par Modou Diagne Fada concerne le prix à l'opérateur et non au producteur. Il réclame par ailleurs la dette due aux opérateurs privés. Modou Fall était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Le communiqué du directeur général Modou Diagne Fada a créé beaucoup de polémiques au niveau des producteurs. Parce que beaucoup de monde croit que les 285, c'est le prix au producteur. Tel n'est pas le cas. Le prix comporte le prix au producteur, le transport et la marge de l'opérateur. Avant son déclaration, le prix c'était à 276,5. 276,5, c'est 250 au producteur, 12 francs transport, 14 francs 50 l'opérateur. Il revient dire qu'aujourd'hui, on réceptionne à 285 rendu usine. Ça veut dire que c'est une augmentation de 8,5 francs pour l'opérateur. 8,5 francs. Donc, à part 276,5 jusqu'à 285, c'est 8,5. Donc, il faut que tout le monde sache que l'augmentation, c'est 8 francs 50. C'est ça la réalité. Juste avant le démarrage de la campagne de cette année, on vous a entendu réclamer à l'État une dette qu'il vous doit, dette qui s'étale sur 2 campagnes de commercialisation. Est-ce qu'aujourd'hui cette dette a été payée? Cette année-ci, l'État n'est pas encore payé le crédit en cours. Mais l'arriéré a beaucoup évolué parce que le paiement avoisine plus de 70%. Donc, nous, on réclame que l'État paye avant la fin d'année. Et quel est le restant de cette dette? Je ne sais pas exactement le montant. La rebaptisation de l'avenue Charles de Gaulle de Saint-Louis au nom du président Macky Sall provoque une levée de boucliers, même si le maire Mansour Faye n'en démord pas. Ailleurs, c'est le maire de Nguidilogne, Saad Ndiaye, qui annonce qu'il va donner, ou il a donné le nom du chef de l'État à plusieurs sites de la collectivité qu'il dirige, sans compter les récentes décisions de donner le nom d'illustres Sénégalais décédés à des infrastructures, sites, rues, avenues et autres places. Rebaptiser les édifices et autres lieux publics au Sénégal, la loi donne la compétence au conseil municipal, mais attention aux aspects symboliques. Dossier de Mohamed Ali Mouba. La loi établit clairement la procédure à suivre pour baptiser une place ou un édifice public au Sénégal. Et c'est une compétence dévolue aux collectivités territoriales. Thiamba Seck, expert en décentralisation, conseil municipal à la mairie de Saint-Louis. Non, c'est-à-dire que pour baptiser une rue, je crois que c'est une prérogative seulement du conseil municipal. En général, il y a une commission. En général, il y a une commission de dénomination des rues. Maintenant, si les résultats sont donnés au conseil municipal, et c'est le conseil municipal maintenant qui valide ou ne valide pas. Ouais, voilà. Même si le conseil municipal a le dernier mot, il y a un minimum de consensus à avoir. Selon toujours Thiamba Seck. Minimum de concertation. En général, on demande au conseil de quartier ou bien au délégué de quartier avec les notables, les bajenu de faire des propositions. À partir de la base, cette proposition maintenant sera examinée par le directeur municipal. Ensuite, il y a l'apport de la commission
de la commission de nomination, mais en fin de compte, toute dénomination, etc. Maintenant, c'est à partir d'une délibération du conseil municipal. Je crois qu'on peut faire une concertation. Je crois que rien n'est les associations de quartier, les conseils municipaux, les bails de Ngor, je crois que ça, pour qu'il y ait une phase inclusive, je crois que du problème. Mais Dr Massamba Gueye va plus loin. Les aspects symboliques sont plus importants que la loi elle-même. Attention donc à ne pas donner des noms qui n'ont aucune résonance au niveau local. Massamba Gueye, enseignant-chercheur en littérature orale. C'est un symbole. Donner un nom, ça n'a aucune incidence financière sur la personne dont on donne le nom à l'espace. Donc l'aspect symbolique est plus important. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut qu'on fasse très attention dans le choix des noms, dans ce que cela représente comme conséquence sur l'imaginaire des populations. Et il faut être sélectif. Il ne faut pas donner le nom d'une rue à une personne juste pour faire plaisir, à un groupuscule ou à un groupe. On ne peut pas, par exemple, aller dans un lieu, donner le nom d'un hôpital à une personne que la communauté ignore et qui n'a jamais fait aucune action en faveur des populations. En attendant, l'expérience montre que baptiser un lieu ou un édifice public n'est pas une sinécure. À Saint-Louis, le maire de la ville, Mansour Faye, veut donner le nom de l'avenue Charles de Gaulle au président Macky Sall. Le conseil municipal n'a rien encore approuvé, mais les populations grognent déjà. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. Actualité internationale au Mali, enlèvement d'un chroniqueur de Renouveau FM. Mohamed Youssouf Bathily a été enlevé à son domicile cette nuit par 2 hommes armés qui se seraient présentés comme étant de la sécurité d'État dans un post sur les réseaux sociaux. La direction du groupe Renouveau a indiqué ne pas savoir les raisons de cet enlèvement et a appelé ses auditeurs et téléspectateurs à se mobiliser pour la libération immédiate et sans condition de Mohamed Youssouf Bathily alias Rasbat. Il est l'animateur de l'émission Grand Dossier sur Renouveau FM. Son enlèvement intervient au lendemain d'une conférence de presse animée dimanche par les fêtières de la presse pour dénoncer la volonté des autorités de la transition de restreindre les libertés fondamentales, notamment la liberté de presse. Au Mali toujours, la Cour constitutionnelle a rejeté les décrets de nomination des questeurs au Conseil national de transition. Décision rendue le 18 décembre dernier. Selon la Cour constitutionnelle, leur nomination par décret constitue une immixtion du pouvoir exécutif dans la gestion d'un pouvoir législatif et qu'il s'agit d'une violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. La Cour ajoute que les questeurs doivent, au même titre que les autres membres du bureau du CNT, être élus par leur père. Évoquons maintenant le dialogue national en Côte d'Ivoire. En premier contact hier avec les forces de l'opposition. Seulement des absences et pas des moindres sont notées à ces concertations qui vont prendre fin le 30 décembre. Gobi Ayabi. Le chronogramme des travaux du dialogue national s'établit comme suit. Les mercredis 23 et jeudi 24 décembre seront consacrés aux travaux de commission. Le lundi 29 décembre, la mise en commun des rapports et le mardi 30 décembre, la clôture des travaux. Les responsables de certains partis présents disent tous vouloir dialoguer. Le FPI, le RHDP, le PDCI et Kwadjo Konambertin, le ministre de la Réconciliation nationale. Nous avons toujours dialogué et c'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier. Le processus de dialogue, c'est une dynamique. Elle ne s'est jamais arrêtée. Tous les acteurs politiques qui étaient là, il y a quelques mois, parmi ces acteurs, il y en a qui ont appelé au boycott actif. Pour nous, RHDP, nous voulons donc assurer le gouvernement et le président de la République, Alassane Ouattara, de notre soutien. Vous avez vu presque tous les leaders politiques de l'opposition réunis. Il y a quelques semaines, on ne reconnaissait pas le pouvoir élu. J'ai senti sur tous les visages la volonté affichée d'aller à la paix, à la réconciliation. Là, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, nous serons toujours présents. Si chaque parti joue la sincérité, les Ivoiriens pourront apercevoir la fumée blanche avant la nouvelle année. Mais peut-on parler de dialogue national en Côte d'Ivoire sans la présence de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, Mabry Touakeus, pour ne citer que cela? Goubiaï Abidjan, RFM. Pour finir, la première borne de recharge intelligente pour véhicules électriques 100% africaine et marocaine. Elle est baptisée e-Smart et a été présentée à Rabat. Le Maroc va donc débuter la production en masse de ces plateformes en 2022 pour une capacité de 5000 bornes par an. Merci Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue tout à l'heure avec cette question, comment remobiliser les communautés dans la lutte contre la deuxième vague de Covid-19. Pour en parler, nous serons avec le professeur Cheikh Mbakelo, expert en santé publique, et avec le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue. RFM Sport. Pour le journal des sports, rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. Deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Teungueth FC croise le Raja de Casablanca cet après-midi. À 17h, au stade Lat Dior, un gros morceau pour l'équipe de Teungueth FC qui joue pour la première fois cette compétition africaine. Sodo Thiam nous présente l'adversaire du club rufisquois. Pour le compte de ce deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF, le représentant du Sénégal, Teungueth FC, a un adversaire de taille. Le Raja Athletic Club de Casablanca est considéré comme l'un des plus grands clubs d'Afrique. Et les statistiques le montrent bien. Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le Raja détient 3 trophées dans cette compétition, remportés en 1989, 1997 et le dernier en 1999. Le Raja Athletic Club a aussi remporté la Coupe de la Confédération en 2018, après l'avoir gagné en 2003 sous le nom de la Coupe de la CAF. Finaliste malheureux de la Super Coupe de la CAF en 1998, le Raja avait finalement remporté l'édition de 2000 et de 2019. Sur le plan national, le Raja Athletic Club est la deuxième équipe marocaine la plus titrée concernant le championnat marocain, avec 12 sacres derrière le Wydad Athletic Club et également 8 trophées pour la Coupe du Maroc. D'ailleurs, le Raja est le seul club avec Wydad Athletic à n'avoir jamais quitté l'élite du championnat marocain. Le Raja est également le premier club arabe et nord-africain et le deuxième en Afrique après le tout-puissant Mazembe à atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs. Le Raja Athletic Club est actuellement leader du championnat marocain après 4 journées avec 3 victoires et un match nul. Alors, plus de compétition que son adversaire du jour, Teungueth FC, un novice dans cette compétition qui veut créer la surprise en faisant tomber les barrages qui empêchent aux équipes sénégalaises d'accéder à la phase de poule depuis 2004. L'autre équipe sénégalaise engagée dans cette compétition, c'est le Giraffe de Dakar qui joue demain contre San Pedro de la Côte d'Ivoire. Les Verts et Blancs se sont entraînés pour la dernière fois ce matin. Sekou Diallo y a assisté. Le Giraffe, l'équipe le plus titrée du football sénégalais, doit affronter San Pedro de la Côte d'Ivoire ce mercredi. Pour Malik Daf, l'entraîneur, tout est fin prêt pour cette confrontation. Bien sûr qu'on est prêt, nous sommes presque dans la phase terminale. Vous avez vu notre dernière séance, on a fait la mise en place technico-tactique, on a travaillé sur l'organisation offensive et défensive, on a travaillé sur les balles arrêtées. Je pense qu'on est fin prêt pour rencontrer n'importe quelle équipe. Très confiant de son équipe, Malik Daf voit que la victoire. Je pense que c'est bien parce que San Pedro me retrouve dans mon esprit de gagneur. C'est bien. Moi je suis un gagneur comme l'équipe de San Pedro, les Girafman sont des gagneurs comme l'équipe de San Pedro. Je pense qu'on est fin prêt pour gagner et pour jouer dans n'importe quelle équipe. On sait que San Pedro n'est pas une petite équipe parce que depuis quelques années quand même c'est l'équipe qui remporte souvent le championnat ivoirien et qui joue dans les coupes africaines. Donc c'est une habituée dans les coupes d'Afrique. Comme le Giraffe aussi, c'est l'une des équipes les plus titrées ici au Sénégal. Ça va être un bon match de football de 50-50. Il n'y a pas de favori dans ce genre de match. Le plus important c'est la concentration. La préparation a été très bonne. On s'est bien préparé. Je pense que les joueurs sont conscients de ce qui les attend, la tâche qui les attend demain. Du côté des joueurs, le moral est au beau fixe. Là, je me dis que quand joueur de Giraffe quoi. pare nañ ci côté bépp quoi parce que boo xoolee liñ liggéey semaine bi yëpp am nañ ci yaakaar quoi. Le match se jouera ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès. Coup d'envoi à 17h. Souleymane. Lutte avec frappe, les ténors bandent les muscles. Ils ont fait face à la presse ce matin pour demander l'ouverture de l'arène pour les managers et les lutteurs. On peut s'organiser pour que les combats puissent avoir lieu. Pala Diop, l'un des managers. Nous voulons la reprise de la lutte sénégalaise. Parce que la lutte sénégalaise, c'est une bijou. En même temps, c'est un facteur de développement. Donc nous voulons reprendre la lutte. Nous dit président de la République, il faut nous aider. Nous respectons les mesures de barrière, les gels, tout pour programmer la lutte. C'est pour cela que nous voulons ici, avec Boy Niang numéro 2, pour vraiment le président de la République, nous écoutons. Vous refusez le huis clos? Parce que le huis clos, c'est un problème très sérieux. Voilà, donc nous reviendrons largement sur cette conférence de presse dans les éditions du soir Souleymane. Merci Malal Diagne Junior à 12h32. Venons-en maintenant au reportage Noël du jour.
Un reportage tout en musique puisque nous parlons des chansons de Noël. Si sous d'autres cieux, la fête de la Nativité est accueillie par une production abondante, ce n'est pas encore le cas au Sénégal, mais il n'en demeure pas moins que quelques musiciens veillent aux notes spirituelles de cette fête très importante dans ce pays. Reportage Anna Rocha. Dans sa langue maternelle, sur un rythme entraînant, Fulgence Gakou rend hommage à son Seigneur. Dieu devenu homme, pauvre parmi les pauvres, il est en chacun de nous, croit le chrétien. C'est cette relation personnelle avec le Christ que l'auteur-compositeur magnifie dans ce célèbre tube qui marque le début de sa notoriété. Djambar. Yesu Christ Refu Djambar, effectivement, c'était une façon pour moi de chanter la seigneurie de Jésus-Christ, de louer également sa toute-puissance et en se basant bien sûr sur tout ce qu'il a eu à faire de sa naissance à ses exploits et à sa mort sur la croix, puis à sa résurrection. C'est un vrai Djambar, quoi. Tu vois. À Noël, les chrétiens célèbrent la rencontre avec leur Sauveur. Il n'y a de place que pour la joie. Michel Ndour est le maître de chœur de la chorale Sainte-Marthe de Bourg. Même avec la période que nous vivons actuellement, c'est le moment où une joie est possible. Il est possible de trouver de la joie même au cœur de la souffrance humaine. Et donc, pour le maître de chœur que je suis, préparer Noël, c'est justement avec la communauté, vivre intensément cette joie dans une liturgie qui permettra à chacun d'entre nous d'exprimer sa joie. Mais il est conseillé de s'inspirer des textes bibliques et de la spiritualité même de Noël, en choisissant aussi une certaine simplicité qui permette que les chants soient accessibles aux fidèles et que la prière soit une prière commune, parce que le chant est d'abord une prière. C'est donc dans la communion et le partage que l'esprit de Noël prend tout son sens. La presse de ce mardi 22 décembre 2020, lue et commentée par Georges Détié Diop. Le danger est toujours là. L'évolution de la pandémie de coronavirus est inquiétante. Le quotidien affirme le Covid-19 est en train de poursuivre son évolution meurtrière dans le pays. 6 morts hier, donc 10 en 2 jours seulement, portant ainsi le nombre de victimes ayant succombé à cette maladie à 371. Ainsi, l'Observateur rapporte que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, au sortir d'une réunion avec le Comité national de gestion des épidémies, a invité les malades à se rendre très tôt dans les structures sanitaire parce qu'à son avis, la deuxième vague est beaucoup plus virulente. Un paradoxe relevé par le journal Source A, les autorités déclarent leur volonté de combattre la deuxième vague meurtrière de l'épidémie du coronavirus, mais laissent se tenir et en toute impunité les cérémonies familiales. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur a interdit les rassemblements pour freiner la propagation du virus. Et dire que le professeur Didier Raoult déclare dans le journal Le Soleil que le Sénégal doit être fier de sa gestion de la pandémie du coronavirus. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille a accordé une longue interview à mon confrère. Quelques morceaux de l'entretien. Les mutations de ce virus sont inquiétantes. Au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement. Dans les pays occidentaux, la réaction à cette maladie, selon le professeur Raoult, n'est pas justifiée. Les vaccins, pour le moment, personne ne connaît ni leur efficacité ni leur sécurité. Il n'y a rien qui justifie que 3/4 de la planète soit terrifiée. À Gadiaga, en tous les cas, on est terrifié du fait de l'incendie d'un puits de gaz. À juste raison, le colonel Mamadou Fofana, expert en sécurité incendie, sapeur-pompier à la retraite, confie dans l'Observateur que les délais annoncés pourraient être très courts pour circonscrire le feu. Et il y a des risques d'explosion et la projection des installations. Le colonel Fofana fait aussi état d'un problème de pollution atmosphérique avec des gaz toxiques. Il ajoute qu'il y a un risque avec des gaz qui vont atteindre la nappe. Un coup d'œil dans Vox Populi. Le ministre de l'Agriculture fait le point sur la campagne agricole. Dans un entretien, Moussa Baldé fait savoir qu'on a eu une campagne agricole exceptionnelle dans un contexte exceptionnel et qui a donné un résultat exceptionnel. 3,8 millions de tonnes de céréales, 1,8 million de tonnes d'arachides. Interview aux pages 6 et 7 de Vox Populi. À la une du quotidien LAS, il est question de la suppression du poste de Premier ministre, de la possibilité de renouveler l'état d'urgence et l'état de siège sans passer par le Parlement, entre autres. Le journal affirme que les actes posés par Macky Sall depuis sa réélection en février 2019
laisse entrevoir une volonté de gouverner avec tous les pouvoirs. Or, note mon confrère, dans les systèmes démocratiques modernes, plus les pouvoirs sont séparés, plus c'est mieux pour l'État. Alors que l'AS évoque les pouvoirs du chef de l'État, Enquête, lui, s'arrête sur le cas Aminata Touré dans le collimateur de son propre camp. Serait-elle victime de trahison? Enquête souligne que Mimi Touré, chantre de la traque des biens mal acquis, aujourd'hui dans le viseur du régime, lâchée par ses anciens camarades, distante de certaines forces de l'opposition, qu'elle a toujours pourchassé et traqué, Aminata Touré risque d'être fragilisée par son discours centré sur l'indépendance de la justice et la neutralité des corps de contrôle. L'affaire de la ressortissante belge tuée à Thiès par son mari sénégalais est enterrée dans un champ. Les Échos et Libération informent que le mari en question a avoué avoir tué José Christian Tillmans après une dispute, alors qu'au début, il prétendait avoir involontairement cogné sa tête contre un mur. Mais Libération souligne que l'enquête a révélé un vrai massacre. Selon le journal, José Tillmans avait juste interpellé son époux après avoir constaté que son coffre-fort a été défoncé. Un membre de la famille, proche du mis en cause, est en garde à vue pour nécessité d'enquête et l'assassin présumé a rejoué le crime lors d'une reconstitution des faits hier. Hier toujours, mais dans le sud du pays, l'armée a découvert 2 corps de jeunes dans la forêt. Selon Tribune, ils ont été identifiés comme ceux des jeunes portés disparus. Les corps étaient entrés en état de putréfaction. Et pour terminer, cette enquête à lire dans l'Observateur, une enquête sur l'esclavage sexuel dans les sites d'orpaillage de Kédougou. Des filles vendues entre 1 et 2 millions de francs CFA. À vos kiosques et bonne lecture.